Bienvenue sur Mediatico, le média qui redonne du sens à l'économie, et bienvenue dans cette ultime émission Impact, la seule émission de France dédiée à l'économie sociale et solidaire. C'est notre 22e numéro aujourd'hui et c'est la dernière fois qu'on tourne aux grands voisins parce que vous le savez peut-être, les grands voisins ferment leurs portes, ça y est, fin septembre, c'est fini et c'est définitif. Alors les grands voisins en chiffres, d'abord c'est un espace de 3,5 hectares, c'est 17 bâtiments, 27 boutiques, un bar, un restaurant. C'est aussi 2000 personnes qui ont travaillé ou habité ici. Ce sont 5000 bénévoles, 46 000 demandeurs d'asile qui ont été accueillis sur le site des grands voisins et en moyenne 600 000 visiteurs par an. Alors un petit peu d'émotion évidemment parce que Mediatico a partagé pendant 4 ans la vie des grands voisins et pendant ce temps-là Mediatico a beaucoup grandi et on s'est dit que pour bien finir cette aventure, il fallait au moins une émission Impact sur les tiers-lieux. Alors, à la fois pour faire le bilan des grands voisins, mais aussi pour vous faire découvrir les tiers-lieux, pour définir un petit peu mieux ce que c'est qu'un tiers-lieu, pour comprendre leur diversité, leur rôle, les espoirs qu'ils portent. Et puis, on voulait faire ça en public avec vous, nos lecteurs, évidemment, pour être ensemble une dernière fois aux grands voisins. Alors, on va recevoir tout à l'heure une dizaine d'invités dans cet événement, et notamment Nicolas Détry de Yes We Camp, William Dufourc de l'association Aurore, Paul Citron de Plateau Urbain, ce sont les 3 structures copilotes du site des grands voisins. Mais vous entendrez aussi tout à l'heure sur les tables rondes et donc probablement dans des vidéos séparées Marine von Schoenbeck qui prépare la suite des grands voisins ici sur le futur éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul du 14e arrondissement de Paris. Vous entendrez Claire Anaïs Boulanger qui est chercheuse en immersion ici aux grands voisins. Et puis on ira voir aussi d'autres tiers-lieux, l'Ermitage dans l'Oise, la Cité Fertile à Pantin, la Mine à Arcueil ou encore le Quai des Possibles à Saint-Germain-en-Laye. Enfin, on verra comment se positionnent de très gros acteurs en France sur les tiers-lieux en ce moment avec Charlotte Girard de SNCF Immobilier et avec Pierre-Louis Roll de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, autrement dit l'État. Mais avant de les rencontrer, je vais vous emmener découvrir une structure très particulière ici aux grands voisins, c'est la ressourcerie créative. C'est un projet à la fois créateur d'emplois, c'est un projet basé sur la réduction des déchets, un projet de solidarité ici aux grands voisins. C'est évidemment le coup de cœur de Mediatico. Bonjour, je m'appelle Sabine Arondel, je suis la cofondatrice de la ressourcerie créative. La ressourcerie créative, c'est un écolieu qui est situé dans le 14e arrondissement sur le site des grands voisins où on récupère en fait ce qui encombre tous les particuliers et certaines entreprises pour leur donner une seconde vie. On récupère tout ce qu'il y a dans une maison et qui peut encore servir à d'autres personnes. Et en fait, on a des ateliers d'upcycling textile et de réparation petit mobilier et puis petit électroménager. À la ressourcerie créative, on a 6 salariés et on a également une dizaine de bénévoles par jour. Et la ressourcerie créative a la particularité d'accueillir des bénévoles qui sont des bénévoles résidents du site, c'est-à-dire des gens qui sont hébergés sur le site et avec qui, en fait, depuis le début de la ressourcerie, on a développé un partenariat d'entraide. Sur le site des grands voisins, il y a plusieurs associations qui font de l'accueil de personnes en situation d'urgence. Et dès le départ, on a développé un bon relationnel avec ces personnes qui sont souvent très désœuvrées. Et du coup, il y a beaucoup de ces personnes qui viennent nous aider. Pendant un temps, on avait même mis en place une monnaie locale sur le site des grands voisins pour nous permettre aux associations d'avoir une monnaie d'échange avec ces personnes qui venaient nous aider gentiment. On a vraiment développé des interactions les uns avec les autres. On travaille avec un artisan qui s'appelle Guillaume Tard qui fait de la ferronnerie, avec un autre qui fait de la sérigraphie. Et c'est vraiment la richesse du lieu, c'est d'avoir en fait sous la main plein de compétences multiples et variées et de pouvoir faire des choses rapidement ensemble. Alors à la ressourcerie, en termes de volume, on récupère par jour entre 500 kg et 1 tonne de dons. Sur l'année 2019, on a fait plus de 250 tonnes de réemploi, avec un taux de réemploi et de réutilisation de plus de 90%. Voilà les grands voisins, c'est ça, notamment parmi tellement d'autres projets qui sont nés ici, qui se sont développés ici.
Les Grands Voisins, c'est un tiers-lieu culturel, social, d'innovation urbanistique aussi. Et j'espère qu'on va retenir ce nom des Grands Voisins, grand comme cette ambition de générosité, et puis voisin parce qu'ici c'est un lieu de rencontre et de solidarité. Alors pour essayer de faire le bilan des Grands Voisins, je vous invite maintenant à rencontrer notre invité juste ici, dans la lingerie. Et en présence de nos lecteurs chez Mediatico, nous recevons maintenant Nicolas Détry. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Alors vous êtes Nicolas, directeur de Yes We Camp, vous êtes cofondateur des Grands Voisins. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette expérience incroyable des Grands Voisins? Qu'est-ce que vous, en particulier, vous allez retenir? Ce qui me touche quand je viens ici, ou ce que j'aimerais que les gens se disent quand ils viennent ici, ou quand ils se souviendront de cet endroit, c'est que ça a été un endroit de transformation sociale, dans le sens où notre conviction à Yes We Camp, c'est que aujourd'hui, là, pour réussir à vivre sur notre seule planète connue avec toute la tribu humaine que nous sommes et en interaction avec les autres, on doit changer beaucoup de choses dans la manière dont on vit chaque jour. Ça se passe, on peut décomposer la journée qu'on passe en 24 heures chacun, mais l'alimentation, les loisirs, l'apprentissage, le soin, l'accompagnement des enfants, le soin aux personnes fragiles, pour composer l'ensemble de cette matrice sur laquelle on vit aujourd'hui. On est dans une situation où aujourd'hui, la plupart du temps, on est soit en situation de consommateur, donc de services et de biens qui sont produits par le marché et qui sont vendus, donc on achète, ou alors on est récipiendaire d'actions publiques qui sont décidées et qui nous sont proposées par l'action publique. Et l'enjeu, la transformation qu'on appelle de nos voeux, c'est de se déplacer chacun pour ne plus être forcément ni client ni bénéficiaire, qui sont des postures passives et pas forcément apprenantes, mais d'être dans une position qui échappe ces deux cases pour une case de coproduction. Se dire que le fait qu'on est quelque part tout le temps, on a une interaction qui nous permet de produire une sorte de service partagé mutuel. Alors qu'est-ce qui fait que ça change ici? Pourquoi c'est différent ici? Ici, l'espace est suffisamment grand, c'est une sorte de bulle. D'ailleurs, je me souviens, au moment de la conception avec les partenaires, on avait fait un dessin, il y avait une espèce de bulle, comme ça, un espace privilégié, il y avait marqué de l'espace et du temps. Et dans cet espace et ce temps disponible, donc on a soustrait quelque part à la ville normale, la ville bruyante, la ville marchande, consumériste, pour créer cette bulle. Dans cette bulle, il est possible de se comporter différemment. Il est possible d'être contemplatif, il est possible de proposer de s'investir, de proposer un projet. C'est un des seuls endroits où c'est possible de dire bonjour, j'ai du temps la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Essayez dans un centre commercial, essayez dans une mairie de quartier. Il n'y a pas un fonctionnement qui permet une implication volontaire des personnes. Donc les Grands Voisins, pour moi, c'est cet espace. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est déterminer au départ qu'il y a de la bienveillance, c'est de l'ouverture à l'autre, c'est du bénévolat. Qu'est-ce qui permet d'enclencher cette dynamique-là? Dans cette logique d'une forme de nouvelle matrice qui fabrique de la capacité collective, pour que ça fonctionne vraiment, il faut que ça naisse presque de manière organique. Donc quand on est, effectivement, vous l'avez rappelé au début avec Aurore et Plateau Urbain, on était dans une situation où on assurait en tout cas une gestion du site, mais tout, c'est presque un travail de jardinier. Ok, on compose, on connaît notre parcelle. Ensuite, oui, on peut creuser quelques sillons, on peut semer quelques graines, mais après, la manière dont les choses se déploient peut nous échapper. Donc c'est une forme de permaculture urbaine. Nos outils d'intervention, c'est l'espace. Comment est-ce qu'on transforme l'espace pour créer cette attitude d'une possible implication différente des endroits classiques que je connais, que ce soit l'école, que ce soit chez moi, que ce soit mon travail. Donc la perception joue beaucoup. Quand on rentre au Grand Voisin, on ne reconnaît pas immédiatement dans quel type d'espace on est. Quand on rentre dans un hôpital, on reconnaît tout de suite et on adapte son comportement. Ici, ça ressemble à un Fab Lab, ça ressemble à un endroit, à un foyer d'hébergement d'urgence, ça ressemble à plusieurs choses qui sont différentes, mais pas suffisamment pour qu'on identifie, donc on se met dans une attitude d'attention. Et avec cette attention, on observe que les gens travaillent ensemble. Parce que la grande force aussi ici, c'est d'avoir brusqué, d'avoir imposé quelque part une cohabitation de fonctions et de groupes sociaux très différentes. Ça ne suffit pas de dire d'un endroit qu'il est ouvert à tous. Parce que on va attirer les personnes mobiles, pour peu que l'endroit soit intéressant ou beau, avec une programmation. Ceux qui sont le capital de légitimité
suffisants vont être informés et vont venir, mais ceux qui sont éloignés de ce capital de légitimité ne seront pas dans cet endroit ouvert à tous. Donc la technique qu'on utilise, c'est de mettre de manière structurelle des fonctions qui ont leur public. Si on avait mis une crèche, il y aurait eu des enfants. Il y a eu des centres d'hébergement d'urgence, donc il y a les résidents de ces centres, avec d'ailleurs une typologie très variée dans ce travail social. Il y a des artisans, il y a des artistes, il y a du public, il y a des fonctions de restauration, donc des riverains et du public, il y a des installations pour des enfants. Donc on fabrique une cohabitation à l'instant T de personnes qui, sinon, peut-être ne se croisent pas ou se croisent peu. Et après, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une alchimie qui prenne pour que chacun se transforme, se dépasse soi-même. Et que quand on soit allé au Grand Voisin dans la journée, le soir, on va se dire j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé ici, qui ne ressemble pas à ce que je connais d'habitude. C'est ça, parce qu'on pourrait se dire, évidemment, ça marche, parce que nous, on aime les grands voisins, et donc on a envie de dire que ça marche, mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est un vrai succès, cette aventure des grands voisins ? Ou est-ce qu'il y a des murs qui sont restés infranchissables ? Tout à l'heure, vous évoquiez en introduction une série de chiffres qu'on connaît, qui montrent la taille de l'expérience qui a été vécue ici. Le chiffre qu'on ne connaîtra pas, c'est combien de personnes ont été touchées dans leurs émotions, et qui, dans une dynamique de recomposer leur rapport à l'espace dans lequel ils habitent, ou même leur rapport à leur cellule familiale intime, à leurs amitiés. Et en tout cas, oui, c'est une réussite. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé ici, et nous les premiers, on s'est transformés dans cette expérience. Et la quantité de personnes qui ont été hébergées, qui ont travaillé, qui ont été accueillies pour un événement ou pour une scène musicale, se sont mis dans cette dynamique de fabriquer une alternative. Donc ça veut dire qu'on doit réinventer, on doit changer. Et en fait, quand on change, ça veut dire qu'on ne fait plus pareil, parce que tout le monde, il y a des grands discours de changement, mais le changement, c'est douloureux, parce qu'en fait, on ne se met plus en continuité de ce qu'on faisait avant. Donc ça veut dire qu'on délégitime ce qu'on a fait avant, et c'est un effort qui demande du courage, de l'humilité. Et ici, je pense qu'on est à un endroit qui l'accélère, qui le permet. Et c'est à cet endroit, pour moi, que c'est très réussi. Mais en fait, ce sera réussi quand on aura accompli une transition sociale et écologique globale. Mais ces endroits-là, d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'ils soient iconiques. On ne veut pas faire un meilleur projet, le plus grand projet. On veut contribuer à cette transformation. Le fait de spatialiser les choses, c'est plus simple, parce qu'on peut mettre des règles un peu différentes. La quantité de petits business qui sont nés, un peu comme après une pluie, les choses jaillissent quand il y a les marchés des grands voisins, quand il y a du monde sur le site, et qu'on peut vendre des petites choses, installer un salon de coiffure, s'inventer photographe et développer les photos. On est dans cette invention. Alors, cette activité business, elle m'intéresse, parce que Mediatico, c'est un média de l'économie sociale et solidaire, et le modèle économique des grands voisins, il est particulier. Le modèle économique des tiers-lieux, en général, il est toujours délicat. Est-ce que celui des grands voisins est reproductible ? La méthode opératoire, elle peut être utilisée ailleurs, et celle-ci, elle consiste à faire vivre un site, et sur l'activité qui est créée, à venir ponctionner une partie de l'économie immobilière et une partie de l'économie marchande pour créer une économie des communs. L'économie des communs, elle coûte et elle rapporte rien. Quand on aménage les espaces extérieurs, quand on les nettoie, quand on les entretient, quand on dit bonjour, quand il y a des personnes qui sont là pour écouter les propositions, les intentions d'implication des personnes extérieures qui visitent, c'est des choses qui mobilisent des énergies ou qui demandent des matières pour être fabriquées quand on veut aménager les espaces, mais ce n'est pas des choses qui rapportent. Donc elles doivent être financées autrement. Et ici, on a utilisé l'économie immobilière, c'est-à-dire que le fait que des personnes soient ici et payent une redevance pour avoir le droit d'être entre quatre murs. On a utilisé une partie de l'économie marchande, donc qui est celle qui existe quand on vend des produits à des visiteurs sur le site qui consomment des repas, du chocolat, des ateliers. Et chacun, ces deux modèles ont besoin de ces ressources financières pour exister eux-mêmes, mais on a vu qu'on pouvait en prendre une petite partie, et avec cette petite partie, ça nous fait un budget commun. Un budget global de combien ? Sur la saison 2 des Grands Voisins, donc c'est-à-dire le moment où l'aménageur était là, donc c'est ça qui est très intéressant aussi. 2018-2020. Sur 2018-2020, notre budget commun, c'est 2 millions d'euros par an.
Donc, et après, à ne pas c'est ce qui rentre, mais c'est aussi ce qui ressort. En fait. Ah oui, c'est un budget un peu déficitaire d'ailleurs, mais globalement qu'on essaye d'équilibrer. C'est ce qui rentre et c'est ce qui sort, et c'est à ne pas confondre avec l'économie globale du site, que sur cette saison 2, on peut estimer entre 10 et 15 millions d'euros par an, dans un site qui, rappelons-nous, devait être fermé. Donc être juste un stand de coûts avec un petit peu de gardiennage, mais ne pas faire vivre une activité économique. Et aujourd'hui, on a cette grande activité économique qui permet d'autofinancer quasiment, en tout cas dans cette situation-là, parce que c'est important de ne pas croire que c'est générique et que ça peut se reproduire, en tout cas pas facilement, mais qui a permis d'autofinancer en bonne partie cette économie des communs qui a permis, elle, d'être cette matrice d'implication volontaire. Ça, c'est important. Ça veut dire que d'autres tiers-lieux ne doivent pas espérer reproduire exactement le même modèle économique. Ça ne marchera pas ailleurs. Ici, dans les chances qu'on a eues, il y a celle de la taille. 3,4 hectares, même en saison 2 où on est beaucoup plus petit, on occupe 12 000 mètres carrés. Donc quand il suffit de faire payer une redevance, même inférieure au prix du marché, ça nous fait un budget assez important. Si un tiers-lieu qui a 2 000 mètres carrés, il ne pourra pas avoir le même volume que les 12 000 mètres carrés. Et puis et après, il y a la localisation en centre Paris. Le fait d'ouvrir un espace alternatif, en tout cas vécu, composé, de manière différente de ce que le marché et l'action publique sont capables de produire hors les murs des grands voisins. L'information circule suffisamment vite et les gens sont suffisamment mobiles pour qu'il y ait tout de suite beaucoup de monde. On travaille dans d'autres contextes, dans des quartiers politiques de la ville, à Marseille, à Roubaix, où c'est pas parce qu'on va fabriquer un endroit qui a le même degré d'alternatif dans sa composition et dans sa vie quotidienne qu'il y a forcément tout de suite cette pratique populaire du site qui est un des fondamentaux de son économie. En 5 ans, Nicolas, Yes We Camp aussi a beaucoup grandi. Yes We Camp, c'est d'abord une équipe. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu à quoi ressemble Yes We Camp aujourd'hui. Yes We Camp a aussi rejoint la bannière French Impact, lancée par Christophe Itier lorsqu'il était haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire. Vous, Nicolas, vous êtes fellow Ashoka. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Yes We Camp comparé à il y a 5 ans ? On a été transformé par cette expérience, notamment dans la rencontre avec l'association Aurore, avec le fait d'avoir comme colonne vertébrale ici le travail social, enfin, c'est le fait d'accueillir des personnes, de les mettre à l'abri et puis de les accompagner dans retrouver pour leur vie individuelle une forme de dignité, même d'accès aux droits. C'est une dimension sociale que nous avions déjà, puisque les premiers projets qu'on avait faits dès notre fameux camping artistique de la capitale de la culture à Marseille, on avait cette dimension d'insertion des jeunes dans le dispositif. Mais ici, on a mieux connu et on a réussi à fabriquer des dispositifs qui entremêlent nos métiers, les métiers du travail social et l'approche très créative de Yes We Camp, multimétier sur la cuisine, sur l'aménagement des espaces, l'architecture. Et les dispositifs qu'on a créés aujourd'hui sont des dispositifs que nous, on utilise sur d'autres sites, qu'on veut déployer avec l'association Aurore et qu'on déploiera peut-être avec d'autres aussi. Vous êtes sur combien de sites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 4 projets d'envergure, c'est-à-dire de plusieurs milliers de mètres carrés sur plusieurs années. Et on développe, on intervient aussi de manière beaucoup plus ponctuelle sur des interventions artistiques ou sociales dans des cadres qui sont bien connus avec un commanditaire. Donc on a une mission, un budget, une temporalité, ce qui est différent des lieux que l'on crée sur lesquels on prend un risque entrepreneurial et qui nous engage sur plusieurs années. Et vous êtes combien de personnes chez Yes We Camp aujourd'hui ? On est monté à une centaine de salariés et on va redescendre, on va diviser par 2 notre économie et notre masse salariale avec la fin des grands voisins. Donc heureusement, on divise pas par 2 notre... Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent au chômage après l'aventure des grands voisins. Oui, c'est une étape difficile à franchir, surtout à la fois pour les personnes concernées qui étaient en CDI, qui acceptent d'interrompre ce CDI après des années de dons et de talents pour que le projet des grands voisins vive, et de se retrouver dans la réalité de l'économie parisienne avec un tout petit chômage parce que les salaires sont petits, on paye ce qu'on peut avec ce qu'on a fabriqué comme économie. Il y a effectivement une sorte d'interrogation, on peut se dire à quel prix on fait exister des endroits comme ici. Les grands voisins, c'est aussi une communauté. Est-ce que cette communauté va perdurer après les grands voisins, Nicolas ?
je pense qu'on va tous continuer de la porter avec nous, qu'on aura tous probablement une petite voix grand voisin qui nous dira des messages importants au moment de faire des choix ou de choisir des orientations. Mais la communauté elle-même n'a pas vocation à se sanctuariser. L'approche, elle est plutôt de l'ordre du process. Et si on revient à cette idée qu'un projet comme les Grands Voisins, c'est un territoire de mise en réalité de la transformation sociale, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Souvent, on nous dit c'est un projet fou, les Grands Voisins. Mais tout à l'heure, je me disais c'est un projet raisonnable. Parce que aujourd'hui, avec le degré de connaissance qu'on commence à avoir sur les enjeux du climat et sur les enjeux des inégalités sociales, de toutes les externalités négatives qu'on produit, nous, dans notre organisation actuelle, c'est raisonnable d'essayer de faire différemment. Et personne n'a la solution. Elle ne va pas être écrite dans un bureau. Je pense vraiment qu'elle peut jaillir de situations, comme ici, d'espaces situés avec des vraies personnes et avec des fragilités. On a mis ici au cœur la fragilité. Et finalement, j'aime bien, moi, la logique du 1%. Monsieur le maire, monsieur le chef d'entreprise, monsieur le chef de famille, continuez votre affaire, business as usual, mais laissez-nous faire sur 1% différemment. Sur ce 1%, on se lâche la grappe sur les attentes, sur la mesure, on accepte de ne pas savoir, on avance, on écoute ce qui se passe et on fait tomber la pluie, on voit ce qui pousse. Et cette démarche, si elle convainc de se dire ok, pas de problème, jeune homme, sur 1%, allez-y, faites, ok, on le spatialise, 1% de la France, 1% de Paris, 1% de Marseille, 1% des banlieues, ça fait combien d'hectares ? 1% des bâtiments de Paris. On prend 1% des bâtiments de Paris et on prend les ingrédients qu'on a pris ici, gratuits. Comme ça, on sort de la redevabilité de rembourser quelqu'un qui un jour a été suffisamment riche pour avoir la chance de se payer ça. Donc il y a une économie, mais pas pour rembourser l'apport capitalistique initial. Deuxième, la place de la vulnérabilité, donc par le travail social, où il y a d'autres formes de vulnérabilité, même non humaines, qui peuvent être mises. Et le troisième, c'est de la liberté. Enfin, c'est de laisser faire, de lâcher un peu l'emprise réglementaire. Et cette bulle des Grands Voisins, elle a permis, on a créé suffisamment de confiance avec le monde extérieur, avec la ville de Paris, avec la préfecture, avec la police, avec les pompiers, pour qu'à l'intérieur, ils nous fassent suffisamment confiance pour que les choses jaillissent. Alors justement, l'an dernier, il y a quasiment un an, presque jour pour 15 mois, on va dire, une charte des tiers-lieux a été signée ici avec la ville de Paris et une quinzaine d'acteurs institutionnels, publics et privés, dans cette lingerie des Grands Voisins, ici même. Est-ce que c'est le fondement de quelque chose ? Cette charte d'occupation temporaire, signée par une vingtaine de grands propriétaires publics et privés, les engage, dans le texte, à rendre disponibles les espaces bâtis qu'ils possèdent dans des temps où ils seraient vacants. Donc oui, on coche la première case de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des espaces gratuits, surtout quand il y a des espaces disponibles. On pourrait même vider des espaces pleins pour aller en truc, mais si déjà on utilisait ce qui est disponible, des espaces disponibles pour utiliser le temps disponible des gens, l'écologie de base, la sobriété, c'est d'utiliser la ressource existante. Donc très bien cette charte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'héritage Grand Voisin a permis d'indiquer un souhait de vocation sociale à toutes ces utilisations intercalaires qu'il pourrait y avoir dans des sites possédés par ses propriétaires. Et maintenant, allez-y, prenez du risque. En fait, il y a un facteur de risque qui est peu identifié. Et ici, il a été très fort. Quand on le regarde aujourd'hui, où des personnes qui sont à la ville de Paris se disent « mais comment on a pu laisser faire ça ?» Le risque au début a été porté par l'association Aurore qui a accepté de prendre en gestion ce site qui comporte 1000 dangers. Et ensuite, il a été porté par, quand en plateau urbain et Sucamp nous avons rejoint, on a pris notre part de risque dans un projet sans financement, à se dire que peut-être on allait en faire une économie, à se dire que oui, nous prenons le risque d'accueillir du public alors que les espaces n'étaient pas forcément sécurisés, alors qu'on ne pouvait pas du tout évidemment tout contrôler. On avait cette intention de non-contrôle et d'indétermination. Et le risque après pris par l'ensemble de cette communauté Grand Voisin qui a accepté de venir ici dans un cadre qui n'est pas vraiment celui réglementaire, en tout cas pour la possibilité de faire des locations dans des baux qui les protègent. Donc tout le monde a accepté de perdre en sécurité, mais pour gagner en audace. Nicolas, vous parliez du public, il est là le public aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute quelques questions. Donc Nicolas, votre plus beau souvenir ici au Grand Voisin ? Je dirais que c'est le premier carnaval des Grands Voisins,
qui a été préparé donc juste sur une envie, née de cette communauté des occupants des grands voisins. Il y a un soir au bar, certains ont dû se dire tiens, faisons un carnaval. On prépare un carnaval. Tout l'écosystème, enfin tous ceux qui vivent ici ou pratiquent le site se sont organisés par petits groupes pour fabriquer une dizaine de chars. Chacun de ces petits groupes, souvent, c'était une jonction de ces différents groupes sociaux qui souvent ne se côtoient pas et qui ici ont travaillé ensemble dans l'atelier partagé où les matériaux utilisés, c'est de la récupération. Et le jour du carnaval, il pleut des trompes d'eau, mais il y a 2000 personnes dans une espèce de joie euphorique. Et cet événement aux grands voisins, avec le mot des grands voisins qui 18 mois plus tôt n'existait même pas, qui mobilise des milliers de personnes dans une intensité forte, et qui est organisé sans sans besoin d'avoir à payer quelqu'un qui irait faire un concert sur une scène. Pour moi, c'est une sorte de vision, d'image qui exprime cette émotion à la fois communautaire et d'implication volontaire. Donc la matrice des implications qui nous permettent de sortir des postures passives de bénéficiaires ou de consommateurs, elle s'exprime pleinement et avec des couleurs dans ce moment de joie. Pourquoi appelez-vous ça un lieu tiers et pourquoi pas plutôt des lieux alternatifs? Ça me paraît lieu tiers. Pourquoi? La question du choix des mots est permanente. Un tiers-lieu, c'est aujourd'hui, en tout cas s'impose, en tout cas dans les milieux ministériels, donc de la politique publique. Il est certainement un mot valise. Il vient en plus plutôt des univers du coworking et des Fab Labs, ce qui n'est pas ce qui a été produit ici. Ici, la matière première, c'est les gens, c'est la fragilité humaine, c'est l'accueil, c'est l'artisanat, mais pas dans une version très numérique. Donc on s'est posé la question de lutter contre cette appellation pour nous-mêmes, ou alors de le critériser tiers-le solidaire. Ah non, nous on ne serait pas un tiers-le, on serait un tiers-le solidaire. Alors est-ce que c'est tiers, est-ce que c'est alternatif? Franchement, si ça permet de faire avancer et d'aller vers ce 1% du territoire où on fait les choses différemment, moi si tiers ça veut dire qu'on ne fait pas pareil, j'accepte et j'avance. Sabine de la ressourcerie créative, est-ce que Nicolas, tu peux revenir sur la gouvernance et le principe mis en place avec cet éclairage? Tu as dit que tu avais changé justement avec les grands voisins. Est-ce que si on faisait une saison 3, là, est-ce que vous remetteriez en place la gouvernance comme vous l'avez imaginé à la saison 2 ou est-ce que non? La gouvernance telle que formulée à la saison 2, il y a l'entité de pilotage avec les 3 structures mentionnées et donc qui est une entité de validation, qui peut aussi être de proposition, mais d'arbitrage en tout cas, et qui est celle qui porte le risque juridique du projet et son risque financier. Et ensuite, on a organisé toute une série de cercles. Dans un cercle, ça peut être le cercle de ceux qui sont dans la cour au bain, le cercle de ceux qui veulent travailler sur l'alimentation, peu importe la thématique. Elle permet, certains se réunissent et peuvent ensuite partager des propositions. Et souvent, ça va être des propositions d'événements ou des propositions d'adaptation des lieux. Donc il y avait ensuite un comité espace et un comité programmation qui permettait de faire la jonction entre ces cercles spontanés et l'entité de pilotage. Est-ce que s'il y avait une saison 3, on ferait pareil ? Je pense que s'il y avait une saison 3, il faudrait se réunir pour voir ce qui peut être amélioré. Je trouve que la matrice, elle a plutôt bien fonctionné. C'est un endroit où c'est assez facile de proposer quelque chose et en général, ça peut se faire et dans des délais assez rapides en bénéficiant de toute cette économie des communs des grands voisins, donc du matériel, le temps des autres. Mais effectivement, il y a forcément des insatisfactions aussi sur un site collectif. Nous sommes sur le chemin du progrès, de l'expérimentation, et puis le chemin est parfois compliqué. Merci beaucoup Nicolas Détry d'avoir accepté l'invitation de Mediatico pour cette interview. Merci. Et tout de suite, la suite de cet événement sur les tiers-lieux. Bien, et pour clore cet événement sur les tiers-lieux, nous recevons maintenant William Dufourcq, qui est directeur pour Aurore du site des Grands Voisins et du site des 5 Toits dans le 16e arrondissement de Paris. Bonsoir William, merci d'être là avec nous. Bonsoir, merci beaucoup à Mediatico pour l'invitation. Alors William, il y a une question quand même clé qu'on n'a pas encore abordée ce soir. Les Grands Voisins ferment fin septembre. Que vont devenir les résidents du site qui sont hébergés ici, pour la plupart d'entre eux en situation d'urgence ?
Très bonne question. On sait que l'hébergement d'urgence, le système de l'hébergement d'urgence en France est très saturé, et c'est une des raisons pour laquelle ce type d'opportunité d'occupation temporaire représente quelque chose de très important pour nous en termes d'accès à l'hébergement d'urgence. On a eu des phases, sur la phase 1 des Grands Voisins, on avait plus de 600 personnes hébergées pour des durées plus ou moins longues, donc il y a eu beaucoup de personnes en situation d'hébergement d'urgence qui sont passées sur le site. À la fin de la phase 1, on a relogé en hébergement d'urgence 400 personnes. Ça a été dur et compliqué, mais chaque personne, évidemment, s'est vue proposer une solution. Et à la fin de cette deuxième phase, on a 100 personnes pour lesquelles on doit trouver une solution. Et l'engagement, évidemment, de notre part, c'est de trouver des solutions adaptées à chaque personne. Alors, la difficulté, c'est qu'on est ici dans un centre il y a 6 centres d'hébergement sur la phase 1 et 3 centres d'hébergement sur la phase 2. C'est un centre qui est très central à Paris, qui est assez unique, qui crée beaucoup d'opportunités. Et l'engagement n'est pas forcément de trouver forcément mieux. C'est de trouver une solution et de proposer une solution. Et c'est là où toute la difficulté de la fin de ce type d'occupation temporaire, c'est de gérer les peurs on ne sera pas forcément au cœur de Paris, et on sera sur des propositions qui ne seront pas aussi bonnes. Et c'est là toute la difficulté de ces phases de fin de projet. Est-ce que ça veut dire que le volet social dans un tiers-lieu, comme celui des Grands Voisins ou d'autres tiers-lieux, est-ce que ce volet social est indispensable à l'équilibre, à la philosophie peut-être d'un tiers-lieu? Bonne question. En tout cas, juste pour inverser un peu la question, moi je dirais que ce type de tiers-lieu est indispensable au social. Et ce qu'on a pu voir sur ce site des Grands Voisins, pour moi c'est quelque chose qui a été fondamental au niveau du travail social, et c'est quelque chose qui n'est pas encore assez prégnant dans le travail social, c'est que le côté hybride du site a ouvert un énorme champ de possibles pour le travail social, en termes d'espace de socialisation, en termes d'accès à l'emploi, et a vraiment permis aux travailleurs sociaux de créer de nouveaux outils pour leurs hébergés. On est dans en France en tout cas, le travail social aujourd'hui est très figé, assez conservateur, très vertical dans sa relation aux personnes hébergées, et faute de moyens surtout, avec des travailleurs sociaux qui sont pas suffisamment nombreux par rapport aux accompagnements qu'ils doivent faire, et parfois aussi à gérer des situations très compliquées, parce que le cœur du travail social, c'est d'accompagner vers l'autonomie, vers l'emploi, vers le logement, et on a dans nos centres parfois 30, 40, 50% de personnes en situation administrative compliquée, et c'est là où les Grands Voisins et tous les projets qu'on cherche à développer aujourd'hui veulent intégrer une notion d'ouverture sur leur écosystème, avec des usages multiples, ce qui est vraiment pas encore suffisamment intégré pour justement créer tous ces possibles qui ont été expérimentés aux Grands Voisins pendant 6 ans. Alors les Grands Voisins, c'est 6 ans d'expérimentation, copilotés par l'association Aurore. C'est aussi depuis à peu près 2 ans maintenant les 5 toits dans cette ancienne caserne de gendarmerie dans le 16e arrondissement, toujours piloté par Aurore. Est-ce que les tiers-lieux aujourd'hui font partie de la stratégie de développement de l'association Aurore ? Oui, alors on a alors effectivement une vraie volonté chez Aurore, et de plus en plus affirmée, de dire aujourd'hui on n'ouvre plus un seul service sans qu'il y ait cette notion d'ouverture. Alors c'est vite dit, parce que tous les centres qu'on récupère, les bâtis ne permettent pas cette ouverture et cette mixité. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de systématiquement s'interroger sur la possibilité de pouvoir multiplier les usages autour de l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est une volonté très affirmée. On est en train d'ouvrir un nouvel accueil de jour qui va remplacer l'accueil de jour des Grands Voisins. Accueil de jour qui était auparavant dans le bâtiment Rapine à côté, et qui pendant 1 mois se tient ici. Ça, je trouve que c'est important de le dire aussi, parce que ça montre aussi l'immense flexibilité et agilité que permet ce genre de site. Donc, cette même salle, ici même. À la lingerie, tous les jours, 5 jours sur 7, c'est notre accueil de jour temporaire, où on reçoit 100, 150 demandeurs d'asile, réfugiés,
pour un accompagnement social. Alors on n'a pas tous les services qu'on offrait avant dans l'autre hébergement d'urgence. On avait les douches, la buanderie, mais c'est ça qui est assez riche avec ces espaces, c'est de voir qu'on est tout le temps en capacité de trouver des solutions parce qu'on a des espaces où on est infiniment libre. Et pendant le confinement, par ailleurs, pareil, on a pu lancer des distributions alimentaires massives aux grands voisins parce qu'on avait un espace disponible et qui était totalement hors norme à tous les niveaux, qui nous a permis de trouver des réponses adaptées immédiatement. Donc l'accueil de jour qu'on va ouvrir quai d'Austerlitz, le 5 octobre exactement, permet à des espaces qui vont nous permettre d'accueillir des partenaires, d'ouvrir, j'espère, un espace de restauration. Alors on est en pleine discussion, confrontation avec ces histoires de normes. C'est à chaque fois l'immense difficulté. Le normatif nous empêche à plein niveau et ça a été assez contraignant ici aux grands voisins avant qu'on arrive à acquérir une vraie confiance de la part des institutions. L'accueil de jour quai d'Austerlitz va être une forme d'espace solidaire ouvert sur son quartier. Et on est en train de discuter d'une immense friche du côté de Bercy-Charenton sur laquelle il y a déjà deux centres Aurore. Et les équipes sont très enthousiastes à l'idée qu'on puisse créer autour de leur centre, qui est vraiment dans un espace très inhospitalier, avec nœuds autoroutiers, beaucoup de friches ferroviaires. Et donc ces équipes sont très enthousiastes à l'idée qu'on puisse créer des activités sur les espaces vacants sur cette friche. Alors c'est une bonne transition avec ma question suivante, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Quelle empreinte les grands voisins vont laisser, alors peut-être quelque part à Paris, dans le 12e arrondissement, mais quelle empreinte les grands voisins vont laisser dans le 14e arrondissement sur ce futur écoquartier ? Autre plus-value, merci Fred pour cette question, parce que la porosité entre le temporaire et le long terme, entre le futur projet, est quelque chose qui a été pour nous une découverte absolue, mais le succès des grands voisins nous a permis de largement influencer la programmation future du quartier Saint-Vincent-de-Paul. Ce qui n'était absolument pas prévu à l'origine, c'était la création d'un centre d'hébergement d'urgence, d'une pension de famille. Les pensions de famille, donc c'est pour les personnes vieillissantes, autonomes, avec des très bas revenus. Et on va pouvoir avoir 100 personnes sur le centre d'hébergement d'urgence, une pension de famille. Et l'idée qu'on a aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir favoriser la mise en place d'équipements publics, favorisant la rencontre entre nos publics, ce qu'on a réussi à mettre en place sur les grands voisins, c'est-à-dire ateliers partagés, conciergerie solidaire, la gestion de la lingerie ici, ce qui n'était pas non plus prévu à l'origine. La lingerie devait être détruite sur le futur projet et a été décidé de conserver cette lingerie au service de la gestion des communs et des rez-de-chaussée. De même que d'ailleurs que l'amphithéâtre qu'on a beaucoup utilisé sur la phase 1 pour nos conseils des voisins et qui va être aussi conservé sur le futur projet et mis à disposition du gestionnaire de quartier qui va gérer tous les socles actifs, les rez-de-chaussée du futur site. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être conservées des grands voisins sur le futur site, en plus des 50% de logements sociaux. Alors ça, c'était quelque chose qui était déjà posé par la maire du 14e, qui nous a beaucoup soutenus sur le projet des grands voisins, et qui avait, dès l'origine, posé le fait que sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul, il y aurait 50% de logements sociaux, ce qui pour nous est quelque chose aussi, un gage de conserver une forme de mixité et d'ouverture. Quels sont les moments les plus forts que vous retiendrez de la vie des grands voisins ? C'est compliqué parce que 6 ans de folie, il y a eu plein de moments forts. Moi, le moment le plus symbolique peut-être, ça a été l'ouverture du restaurant des comptoirs. Donc on a créé un restaurant géré par les hébergés. Il y avait 3 comptoirs, 2 pour les résidents Aurore, 1 pour l'équipe Yes We Camp, qui apportait un accompagnement sur toute la gestion de la chaîne alimentaire des résidents. Et ce comptoir a été créé d'abord pour répondre aux besoins alimentaires sur le site, parce qu'on était un peu débordé en termes de public, et surtout pour créer une opportunité de rencontre, une opportunité économique pour les résidents. Et ça a été un moment pour moi très fort de voir à quel point on pouvait créer des opportunités
à impact social si facilement. Restaurant qui a fait quand même, qui a permis à plus de 30, 40 cuistots hébergés chez nous de créer une activité économique. Plus de 50%, enfin 50% étaient sans papier. Et ça nous a permis vraiment d'expérimenter des choses. Et ça, c'est quand même assez inouï. Et je vous encourage, il y a un très bon article, enfin un article, je trouve, assez représentatif qui a été publié sur le site des Grands Voisins hier et qui reprend tout l'insertion, tout ce qui a pu être créé au niveau insertion sociale par l'activité des restaurations sur la phase 1 et la phase 2. Donc ça permet de chiffrer précisément en prenant un angle, la restauration, ce qui est quand même le plus précieux en termes de commun, et qui chiffre restaurant par restaurant, dispositif par dispositif, ce que ça a permis en termes d'impact social. Et c'est important de le souligner parce que les comptoirs, c'était à la fin de la phase 1. Et effectivement, dans la phase 2, il reste quelque chose d'énorme de cette dynamique alimentaire sur le site des Grands Voisins. Donc ça, c'est important de le dire. Vous, William, personnellement, comment est-ce que cette expérience vous a transformé ? Alors moi, ça m'a énormément transformé. J'étais revenu à Paris pour trouver un boulot un peu pépère et planqué après 8 ans d'humanitaire où j'étais bien fatigué. Je suis tombé avec Aurore à Saint-Vincent-de-Paul et ça n'a pas du tout fonctionné à ce niveau-là, mais ça a été quelque chose qui m'a profondément marqué, évidemment, en termes de création de possibles, la liberté qu'on a eue ici, le contrat de confiance qu'on a eu de la part des institutions, qui a été acquis, qu'il a fallu conquérir, hein, mais ce choix politique de faire confiance à la société civile, enfin à nous, à l'équipe et à l'ensemble des habitants de ce site est quelque chose d'assez unique. Et je regrette que ça soit pas beaucoup plus large. Et c'est le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est d'essaimer cette expérience et évidemment d'avoir une multitude de projets, d'espaces libérés qui nous permettent de créer d'expérimenter tous ces dispositifs comme on a pu le faire aux Grands Voisins. Merci William. Je vous propose qu'on prenne quelques questions qui pourraient être posées dans le public. Anne-Laure Carniello, ressourcerie de Vélizy. J'avais une question qui n'a rien à voir justement avec la ressourcerie, mais plutôt avec le fonctionnement des tiers-lieux. Je n'ai pas entendu parler d'animaux. Quelle est votre position sur les animaux de compagnie pour justement, donc ça s'adresse particulièrement à vous, pour toutes les parties hébergement d'urgence? Bonne question. Je sais pas. On a effectivement une grosse crise à Paris sur l'hébergement d'urgence permettant l'accueil des chiens, notamment. Je crois qu'il y a 3-4 centres d'hébergement d'urgence qui aujourd'hui permettent l'accueil de chiens. Et il y a la volonté d'essayer de créer des petites maisons individuelles mobiles, un peu en mode tiny house, qui est en train de développer à Paris pour accueillir des personnes sans abri avec animaux. Ici, on était sur des centres d'hébergement qui préexistaient par ailleurs avant, en dehors des Grands Voisins, et on n'avait aucun des centres qui permettait l'accueil des animaux, malheureusement. Et on était aussi sur des centres d'hébergement d'urgence très denses, 600 personnes hébergées, souvent 2 voire 3 personnes par chambre, et on n'avait absolument pas la possibilité d'avoir des animaux de compagnie. Alors on avait le rôle des animaux est vraiment important sur nos types de centres. On avait un poulailler qui permettait de créer beaucoup de liens, notamment pour les personnes étrangères, enfin qui attirait en tout cas beaucoup de bienveillance de la part des personnes hébergées. Et on a accueilli aussi avec la ferme du Bonheur, on a eu pas mal de passages de moutons aussi sur le site. Et à chaque fois, c'était des moments de joie et de partage qui étaient super importants. Et là, au niveau des 5 toiles, le nouveau centre d'hébergement d'urgence, on est en train de créer un centre d'hébergement d'urgence famille avec une 60aine d'enfants, et on est en train de construire un poulailler parce que c'est quand même le plus simple vu l'espace réduit. Alors c'est pas du tout votre question, mais en tout cas c'est en train de créer quelque chose d'assez fort sur le centre aussi des 5 toits à ce niveau-là. Et bon, on a eu des personnes sur le site des Grands Voisins en grande difficulté, sans abri.
je pense à quelqu'un en ce moment qui a effectivement un chien et qui en gros squatte le site et la difficulté de trouver une place avec le SIAO pour trouver un centre qui permette qui a un chenil est vraiment extrêmement compliqué. Frédéric, Université populaire des Grands Voisins. Ça fait 5 ans que je suis sur le site, dans les associations Culture du Cœur, Aurore et maintenant Petit Débrouillard. Fier d'avoir participé à ce projet. Merci Fred d'avoir organisé ce moment avec tous les acteurs importants du site. Merci William pour ce que tu as fait sur le site. Merci Paul, Plateau Urbain, pour ce que vous avez fait sur le site. Merci François des Petits Débrouillards pour ce qu'ils ont fait sur le site. Merci Sabine de la ressourcerie créative qui a posé la question tout à l'heure pour ce qu'ils ont fait sur le site. Il y a quelque chose que j'ai découvert innovant. Moi, je crois que c'était normal d'habiter dans un territoire et de faire un peu ce qu'on veut. En fait, il y a quelque chose qui est profondément innovant là-dedans. Et même si c'est contrasté, on peut toujours trouver des choses contrastées dans l'expérience. Il me semble qu'il faut libérer les procédures plus que ce que ça n'a été fait ici. Mais paradoxalement, les gens ont besoin de procédures. Les gens demandent comment faire. Mais au final, ici, on n'a pas pu... Il y avait jusqu'à 700 personnes bénévoles qui demandaient à participer et on ne savait pas gérer. La question, c'est acceptez-vous également de défendre? C'est que la radicalité qu'on porte et l'exigence que l'on porte, on a vraiment besoin d'une prise en compte des citoyens qui viennent investir les tiers-lieux. Et deuxièmement, que l'État puisse, sur l'exhaustivité du spectre, avec l'éducation, avec la société civile, pas seulement l'hébergement d'Aurore, pas seulement la vacance, la location immobilière de Plateau Urbain, pas seulement l'architecture de Yes We Camp, mais puisse exiger sur chaque tiers-lieu d'avoir des visées écologiques, éducatives. Voilà, et sinon je voulais vous dire merci et fier d'avoir participé à ça. Mais c'était les 2 messages, bilan de mes 5 ans d'expérience au Grand Voisin, que je voulais faire passer. Donc vous suivez ou quoi? Merci beaucoup Frédéric pour ces 2 messages, 2 témoignages. Merci beaucoup William Dufourcq pour votre témoignage, vous pouvez l'applaudir. Je voudrais aussi adresser 1000 merci au public qui nous a suivis sur Mediatico. Merci aux intervenants, merci à toute l'équipe de Mediatico qui m'a aidé à construire cet événement. Impact, c'est fini pour cette fois. Si ça vous a plu, évidemment, je vous invite à vous abonner à Mediatico, 5 € par mois. Et puis, je voudrais aussi remercier toutes les voisines et tous les voisins pour ces 4 années d'échanges riches, ces 70 interviews qu'on a fait juste sur le site des Grands Voisins, pour toutes ces interactions qu'on a eues avec Mediatico. C'est grâce à vous aussi. Ce soir, on va pouvoir continuer à échanger autour d'un verre et autour du repas à prix libre des Grands Voisins. Et puis, pour l'avenir, gardons le lien. On compte sur vous. Et en attendant qu'on se revoie, évidemment, pensez à votre impact et agissez.